Désolé monsieur, votre nom ne figure pas sur la liste des invités, m'a dit le vigile du club, après avoir vérifié pour la 3e fois sa tablette à l'entrée. Je me tenais devant le Grand Oak Country Club, vêtu de mon meilleur costume gris, tenant l'invitation que j'avais moi-même conçue. L'invitation au mariage de ma propre sœur. Il doit y avoir une erreur, répondis-je calmement en ajustant ma cravate. Je suis Richard Ray, le frère de la mariée. L'homme échangea un regard gêné avec l'organisatrice de l'événement, une femme élégante d'âge mûr qui tenait un bloc-notes comme s'il s'agissait d'une arme. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur le bois poli, tandis que d'autres invités commençaient à s'agglutiner derrière moi. Un instant, s'il vous plaît, murmura-t-elle en disparaissant à l'intérieur du club à pas précipités. En attendant sous le soleil brûlant de juin, j'observais les autres invités entrer librement. Je reconnus plusieurs visages. Des collègues de Madison, des amis de l'université, des parents éloignés que je connaissais à peine. Tous portaient les mêmes invitations que j'avais passé 3 mois à créer gratuitement. Des invitations sur papier nacré, avec une typographie personnalisée et des illustrations florales qui m'avaient pris des semaines à perfectionner. Une femme âgée aux cheveux argentés est passée devant moi et s'est arrêtée. « Mon cher, n'êtes-vous pas le frère de Madison, le talentueux designer ?»« Oui, c'est moi », ai-je répondu en esquissant un sourire. « Quel travail magnifique vous avez fait avec les invitations. J'ai gardé la mienne en souvenir. Elles sont si élégantes. » Elle est entrée sans problème tandis que je restais là, traité comme un intrus. Ma mère Diana est arrivée à l'entrée 15 minutes plus tard, vêtue d'une robe bleu marine qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Le tissu était importé de France. Je le savais parce qu'elle m'avait appelé 3 fois pendant ses achats pour me raconter chaque détail. Ses yeux se sont plissés lorsqu'elle m'a vu, cette expression que je connaissais depuis mon enfance chaque fois qu'elle devait faire face à quelque chose de gênant. « Richard, qu'est-ce que tu fais ici ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Pas « pourquoi tu es en retard ?» ou « où tu étais ?» Simplement « qu'est-ce que tu fais ici ?» comme si j'étais un vendeur insistant qui avait ignoré le panneau « Entrée interdite ». Je suis venu au mariage de Madison, ai-je répondu en gardant la voix ferme malgré la boule qui se formait dans ma gorge. Où aurais-je pu être ailleurs un samedi à 3 heures de l'après-midi? Elle a poussé un soupir dramatique, le même soupir que je connaissais depuis mon enfance chaque fois que je faisais quelque chose qui la décevait. Le même soupir lorsqu'elle gagnait des prix d'art à l'école alors que Madison avait de mauvaises notes. Le même soupir que lorsque j'avais obtenu une bourse pour l'université alors qu'elle devait payer les frais de scolarité de Madison. Richard, mon chéri, tu pensais vraiment que tu serais invité? Après tout ce que tu as fait récemment? Mes attitudes. Comme si le fait de me demander pourquoi mon nom n'apparaissait jamais sur les photos de famille sur Facebook était une attitude problématique. Comme si le fait de demander pourquoi je n'étais jamais mentionné lorsqu'elle se vantait des réalisations de la famille à ses amis était un comportement inapproprié. Maman, j'ai créé tous les supports pour le mariage. Les invitations, les programmes, les marque-places, les menus, les serviettes personnalisées. J'y ai travaillé pendant des mois. Je me suis souvenu des nuits blanches passées dans mon studio, à ajuster chaque détail selon les exigences de plus en plus précises de Madison. La police doit être plus élégante, disait-elle. Maman trouve que le doré n'est pas assez brillant. Je refaisais tout sans me plaindre, pensant que je contribuais enfin à quelque chose d'important pour la famille. Et nous vous sommes reconnaissants pour votre travail, a-t-elle dit, sur le ton qu'elle aurait utilisé pour renvoyer un employé temporaire. Mais il s'agit d'un événement intime, réservé aux personnes vraiment proches de la famille. Les personnes vraiment proches de la famille. Ces mots ont résonné dans mon esprit, tandis que je tentais de comprendre ce qui se passait. Proche comme le comptable d'Ethan, que j'avais vu entrer 5 minutes plus tôt. Proche comme les collègues de sa mère, que Madison connaissait depuis moins d'1 an. Je m'appelle Richard Ray. J'ai 29 ans et je viens de découvrir que je ne suis pas considéré comme un membre de ma propre famille. J'ai grandi en tant que fils cadet dans une famille de classe moyenne à Bécon, vivant toujours dans l'ombre de ma sœur Madison, de 3 ans mon aînée. Alors qu'elle était populaire et sociable, recevant constamment des compliments pour sa personnalité attachante, j'étais le garçon tranquille qui préférait dessiner plutôt que jouer au football. Papa disait souvent que j'avais un œil particulier pour la beauté, encourageant toujours mes projets artistiques tandis que maman soupirait et demandait quand je développerais des intérêts plus pratiques. Après la mort soudaine de mon père lorsque j'avais 15 ans, une crise cardiaque fulgurante lors d'une importante présentation au travail, la préférence de ma mère pour Madison est devenue encore plus évidente. C'était comme si, en perdant le seul adulte qui m'appréciait, j'étais devenu invisible dans ma propre maison. J'ai obtenu mon diplôme en graphisme avec mention, j'ai créé mon propre studio à Cambridge qui comptait parmi ses clients des restaurants célèbres et des startups technologiques, mais cela n'a jamais semblé impressionner ma famille.
Madison a obtenu son diplôme en communication sociale après 5 ans d'études universitaires, a brièvement travaillé dans les relations publiques avant d'épouser Ethan, héritier d'une famille riche, et est soudainement devenue la fille dorée qui pouvait tout faire. Au cours des 3 mois qui ont précédé le mariage, j'ai eu accès à plus d'informations que je n'aurais dû. Des emails échangés entre Madison et Ethan. Des conversations que j'ai entendues par hasard lors des réunions de planification. Des documents financiers que j'ai vus lorsque je suis allé livrer les épreuves. Ce que j'ai découvert allait tout changer. Je comprends parfaitement, ai-je dit à ma mère, en forçant un sourire que j'avais perfectionné au fil des années de déception familiale. Je ne voudrais pas gâcher un événement aussi spécial. Le soulagement sur son visage était indéniable. Elle s'attendait à des larmes, à des supplications, à une scène embarrassante qui justifierait encore plus mon exclusion. Peut-être même que je la supplierais de me laisser entrer, lui donnant ainsi la satisfaction de me rejeter publiquement une fois de plus. Au lieu de cela, je me suis retourné et j'ai marché calmement vers le parking, chaque pas mesuré et contrôlé. Je me tenais droite, le visage impassible, comme si j'allais simplement chercher quelque chose dans ma voiture. Mais alors qu'elle pensait avoir définitivement remporté cette bataille, Diana ignorait une chose cruciale. J'avais déjà découvert le secret qui détruirait non seulement ce mariage parfait, mais aussi toute la façade que notre famille avait construite. Pendant les 3 mois passés à créer les documents pour le mariage, j'ai eu accès à bien plus que de simples spécifications de conception. J'ai eu accès à des emails privés entre Madison et Ethan discutant de la manière de cacher ses dettes avant le mariage. Des documents financiers montrant que la prospère entreprise d'Ethan n'était en réalité qu'une façade pour blanchir l'argent de son père. Des conversations enregistrées accidentellement sur mon téléphone lors de réunions où il se moquait de parents moins fortunés qu'il devrait tolérer au mariage. Et maintenant, assis dans ma voiture sur le parking, regardant les invités faire la fête à l'intérieur à travers les vitres du club, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper le premier email d'une série qui allait transformer cette journée parfaite en un cauchemar qu'il n'oublierait jamais. Le premier message était destiné à Robert Sullivan, journaliste d'investigation au Boston Globe qui m'avait demandé de l'aider à concevoir des présentations l'année précédente. Le deuxième était destiné à Amanda Chen, auditrice fiscale que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage. Le troisième était destiné à Marcus Thompson, détective privé spécialisé dans la fraude financière. Chaque email contenait des pièces jointes soigneusement organisées. Des documents, des enregistrements, des preuves que j'avais rassemblées non par malveillance, mais par curiosité professionnelle, qui se sont transformées en découvertes dévastatrices. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez découvrir comment un graphiste sous-estimé peut détruire un mariage entier en utilisant uniquement la vérité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car pendant qu'ils trinquaient à l'intérieur, pensant s'être débarrassés de leur frère gênant, la vraie fête ne faisait que commencer. Alors que je m'éloignais du Grand Oak Country Club, les souvenirs ont commencé à affluer comme un torrent. Chaque souvenir prenait désormais un nouveau sens, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient enfin pour révéler une image d'une clarté dévastatrice. Diana a toujours été une femme obsédée par le statut social. Elle a grandi dans une famille de la classe ouvrière assoupie, mais elle a réussi à se marier au-dessus de son rang, lorsqu'elle a rencontré mon père, Richard Senior, un comptable prospère. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait et a passé toute sa vie à essayer de se distancier de ses origines, utilisant mes succès et ceux de Madison comme des marches pour gravir l'échelle sociale de Boston. La différence, c'est que Madison a toujours été la fille parfaite pour les plans d'ascension sociale de ma mère. Blonde, sociable, avec le genre de beauté qui ouvrait les portes des cercles exclusifs. Moi, en revanche, j'étais le fils artistique, introverti, qui préférait les bibliothèques aux fêtes et qui l'embarrassait constamment avec mes passe-temps étranges. À la mort de papa, toute prétention à un amour égalitaire a complètement disparu. Madison est devenu le projet principal de Diana, tandis que je suis devenu une nuisance à tolérer. Je me souviens très bien de ma remise de diplôme à l'université. J'avais été choisi pour prononcer le discours de la promotion et j'avais remporté 3 prix d'excellence en design. Maman est arrivée en retard, se plaignant du trafic, et a passé toute la cérémonie au téléphone avec l'organisatrice de la fête prénuptiale de Madison. Pendant le discours que j'avais répété pendant des semaines, elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Plus tard, lors du dîner de célébration, elle a passé 2 heures à raconter comment Madison avait décroché un stage non rémunéré dans une agence de relations publiques. Imaginez un peu, disait-elle à mes grands-parents, notre Madison travaillant avec des gens aussi importants. Mes prix n'ont même pas été mentionnés. Madison, quant à elle, a toujours profité de cette préférence avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour attirer l'attention. Elle avait un talent particulier pour transformer mes moments de fierté en occasion de se mettre en valeur. Lorsque j'ai ouvert mon studio de design, par exemple, elle a annoncé lors du même dîner familial qu'elle envisageait de suivre un cours de photographie.
Soudain, la conversation a entièrement tourné autour du talent artistique naturel de Madison et du fait qu'elle serait probablement meilleure que Richard dans ce domaine aussi, comme elle a toujours été dans tout le reste. Le pire épisode s'est produit il y a 3 ans, lors des funérailles de notre grand-mère paternelle. J'avais préparé une vidéo commémorative avec de vieilles photos de famille, y travaillant pendant des semaines afin de rendre hommage à la femme qui m'avait toujours soutenu. La vidéo était en cours de projection lorsque Madison l'a interrompue pour annoncer ses fiançailles avec Ethan. « Désolée de vous interrompre », a-t-elle dit, sans sembler le moins du monde gênée, mais nous ne pouvions pas attendre pour partager notre joie avec vous. Maman a littéralement applaudi. Pendant les funérailles de sa propre belle-mère. Et Ethan Reynolds était l'incarnation de tout ce que Diana avait toujours voulu pour sa famille. Héritier d'une fortune bâtie dans l'immobilier, diplômé de Harvard, avec des relations qui s'étendaient de Wall Street à Martha S. Vineyard. Il considérait les gens comme nous, la classe moyenne de Boston, comme un divertissement. Il avait une façon condescendante de me parler, me demandant toujours de lui parler de mes projets artistiques, avec le ton qu'on utilise pour parler à un enfant de ses dessins au crayon. Pendant les mois qui ont précédé le mariage, j'ai eu un aperçu privilégié de ce qu'ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne ne les regardait. Je livrais les épreuves des menus lorsque j'ai entendu Madison parler au téléphone avec une amie. Bien sûr qu'on n'invitera pas les cousins pauvres du côté de papa. Ethan serait mortifié. C'est déjà assez dur de devoir supporter Richard qui traîne dans le coin avec ses vêtements d'occasion. Ethan a ri d'une manière qui m'a fait comprendre que ce genre de conversation était monnaie courante entre eux. Une autre fois, j'ai trouvé un email accidentellement imprimé sur leur imprimante lorsque je suis allé chercher les invitations pour validation finale. Il s'agissait d'un échange entre Ethan et son comptable sur la manière de minimiser l'exposition financière en épousant Madison, qui avait apparemment des habitudes de consommation problématiques qui devaient être gérées. Mais c'est ce que j'ai découvert sur l'ordinateur portable de Madison qui a vraiment tout changé. J'étais en train de modifier la mise en page du site web du mariage lorsqu'elle m'a demandé d'utiliser son ordinateur personnel. Le mot de passe est « Princesse M 2024 », m'a-t-elle dit en sortant pour répondre à un appel. Une notification de mail est apparue à l'écran. Il s'agissait d'une conversation entre elle et notre cousine Jennifer, qui vit à Chicago. « Jen, je dois te dire un secret. Richard a toujours été un peu obsédé par moi. D'une manière bizarre. Maman a peur qu'il fasse une scène au mariage ou qu'il essaie de gâcher ma journée spéciale. Il vaut mieux ne pas l'inviter. Tu sais comment il est quand il n'est pas le centre de l'attention. » Mon sang s'est glacé. Obsessionnelle? D'une manière bizarre? Elle était littéralement en train de réécrire notre histoire familiale, me dépeignant comme une sorte de menace dangereuse pour justifier mon exclusion. Mais il y avait plus. Beaucoup plus. J'ai découvert qu'ils avaient un groupe WhatsApp appelé « Opération Journée Parfaite », qui comprenait maman, Madison, Ethan et même certaines des demoiselles d'honneur. Les messages étaient une documentation détaillée sur la manière d'éloigner les « éléments indésirables » du mariage. Richard a envoyé un message pour demander des nouvelles des répétitions, a écrit Madison. Quelqu'un a une idée pour le décourager sans que ça soit trop évident. Dis-lui que c'est réservé à la famille proche, a répondu maman. Techniquement, c'est vrai. Parfait, a écrit Ethan. Moins il y a de drames inutiles, mieux c'est. Des drames inutiles. C'était ainsi qu'il me voyait. J'ai photographié chaque conversation, chaque email, chaque document. Pas par malveillance au départ, mais par un besoin croissant de comprendre si je devenais paranoïaque ou si ce que je soupçonnais était vraiment en train de se passer. Maintenant, assis dans le parking du centre commercial où je m'étais arrêté pour digérer tout ce qui s'était passé, je savais que je n'étais pas fou. J'avais été systématiquement exclu de ma propre famille, et ils avaient orchestré cela avec la précision d'une opération militaire. Mais tandis qu'ils célébraient leur victoire à l'intérieur du club, pensant s'être enfin débarrassés de leur frère gênant, ils ne savaient pas que j'avais découvert quelque chose qui allait transformer cette journée parfaite en un cauchemar public. Au cours de mon enquête accidentelle sur leur vie numérique, j'ai découvert que l'entreprise d'Ethan faisait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. Que Madison avait menti sur son parcours scolaire dans 3 CV différents. Que maman avait falsifié des informations sur ses revenus pour obtenir l'approbation du prêt immobilier. Et plus important encore, j'ai découvert exactement qui étaient les journalistes, les auditeurs et les enquêteurs à qui transmettre ces informations. Car s'ils voulaient me traiter comme un étranger, j'allais leur montrer ce qu'un étranger vraiment motivé pouvait faire avec les bonnes informations. Leur fête ne faisait que commencer, mais le spectacle principal n'avait même pas encore commencé. 3 heures après le mariage, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était Stéphanie, ma meilleure amie depuis l'université, qui avait vu les photos du mariage postées sur Instagram par d'autres invités. « Richard, où étais-tu ?
J'ai vu le hashtag du mariage de Madison et tu n'apparais sur aucune photo. Même pas sur les photos de famille. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé, chaque mot sortant avec un calme qui m'a surpris moi-même. Stéphanie est restée silencieuse pendant un long moment avant d'exploser. Ils ont fait quoi? Richard, c'est psychologiquement dévastateur. Tu dois les poursuivre en justice, exposer ça publiquement, faire quelque chose. Je vais faire quelque chose, ai-je répondu en regardant les preuves organisées sur mon ordinateur portable. Mais pas comme tu l'imagines. Pendant que nous parlions, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Madison avait posté sur Instagram une photo d'elle avec maman et Ethan, accompagnée de la légende « Ma famille parfaite lors de ma journée parfaite ». Entourée uniquement d'amour véritable aujourd'hui. Le véritable amour. Ces mots m'ont brûlé comme de l'acide. Mais c'est le commentaire de ma tante Rebecca qui m'a vraiment brisé. Où est Richard? Je ne le vois sur aucune photo. La réponse de Madison est arrivée 20 minutes plus tard. Certains membres de la famille ont choisi de ne pas participer. Nous respectons ces décisions difficiles. Ils ont choisi de ne pas participer. Elle avait transformé mon exclusion forcée en une décision qui m'appartenait, me faisant passer pour quelqu'un qui avait délibérément boycotté le mariage de sa propre sœur. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Pendant des années, j'avais accepté d'être le fils négligé, le frère oublié, le parent gênant. J'avais toujours cru que si j'étais assez bon, assez talentueux, assez brillant, ils finiraient par me voir. Mais maintenant, je comprenais la vérité, ils me voyaient parfaitement bien. Et ils avaient consciemment choisi de me rejeter. Le lundi suivant le mariage, je suis retourné au travail en essayant de faire comme si de rien n'était. Mais les questions de mes collègues sur le mariage familial me poignardaient à chaque fois. J'ai inventé des excuses vagues à propos des événements privés, jusqu'à ce que Jessica, ma partenaire au studio, me prenne à part pour discuter en privé. « Richard, tu as l'air dévasté. Que s'est-il réellement passé à ce mariage ?» Jessica Chen était plus qu'une partenaire de travail. Elle était devenue une confidente au cours de nos 5 années de collaboration. Je lui ai raconté toute l'histoire, depuis mon exclusion jusqu'aux preuves que j'avais découvertes. Ses yeux se sont écarquillés lorsque je lui ai montré certaines des conversations du groupe Opération Journée Parfaite. Richard, c'est de la pure sociopathie. Et c'est preuve de leurs activités illégales. Elle s'est interrompue, laissant les implications faire leur chemin. Tu as suffisamment de matière pour les détruire complètement. Je sais, ai-je répondu. La question est, dois-je le faire? La question est, pourquoi ne le ferais-tu pas? Ce soir-là, je suis allé dîner seul au Joe's Bar, un bar près de chez moi où j'allais quand j'avais besoin de réfléchir. J'en étais à mon 2e whisky quand quelqu'un s'est assis à côté de moi au comptoir. On dirait que tu sors d'un enterrement, m'a dit Marcus Sullivan, un journaliste d'investigation du Boston Globe que je connaissais vaguement de la salle de sport. Pire que ça, ai-je répondu. J'ai survécu à un mariage. Il a ri, mais a remarqué que je ne plaisantais pas. Tu veux en parler? Sur un coup de tête, j'ai décidé de me confier. Marcus m'a écouté avec un intérêt croissant, surtout lorsque j'ai mentionné les irrégularités financières que j'avais découvertes. Richard, tu es assis sur une bombe journalistique. La famille Reynolds a des ramifications dans toute l'élite politique et commerciale de Boston. Si la moitié de ce que tu me dis est vérifiable. Tout est vérifiable. L'ai-je interrompu en lui montrant quelques captures d'écran sur mon téléphone. Marcus a commandé un autre verre pour nous deux. Je peux te poser une question délicate? Pourquoi n'as-tu pas révélé cela plus tôt? La réponse vint sans hésitation, parce qu'une partie de moi espérait encore qu'il m'aimerait. Et maintenant? Maintenant, je sais que leur amour a toujours été conditionnel. Et les conditions étaient impossibles à remplir. Marcus resta silencieux pendant un moment, puis dit « Vous savez que si vous décidez d'aller de l'avant, il n'y aura pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Une fois que cette information sera rendue publique, ta famille ne sera plus jamais la même. » Ma famille ne m'a jamais vraiment accepté, ai-je répondu. Il est peut-être temps d'arrêter de protéger des gens qui ne me protégeraient pas. Je suis sorti du bar avec la carte de Marcus dans ma poche et une décision bien arrêtée dans mon cœur. Le mercredi, j'ai reçu un appel inattendu de Madison. « Richard, nous devons parler. Maman est très contrariée par ton attitude au mariage. Tu as vraiment manqué de maturité en mettant tout le monde dans l'embarras comme ça. » Mon attitude. Mettre tout le monde dans l'embarras. Son audace était impressionnante. Madison, on m'a empêché d'assister à ton mariage après avoir travaillé gratuitement pendant 3 mois pour l'organiser. Eh bien, tu as toujours été un peu dramatique à ce sujet. L'important, c'est que nous puissions maintenant aller de l'avant en tant que famille.
aller de l'avant en tant que famille. Oui, Ethan et moi, on pensait. Peut-être que tu pourrais créer nos cartes de Noël pour notre lune de miel? Évidemment, il faudrait que nous te donnions des indications précises sur le style que nous voulons. Le décalage avec la réalité était tel que j'ai failli éclater de rire. Elle pensait vraiment que je continuerais à être le frère utile et invisible, disponible pour fournir des services gratuits tout en étant systématiquement exclu de toute reconnaissance ou inclusion réelle. Je ne ferai pas les cartes de Noël, Madison. Pourquoi? Tu as toujours tenu à aider la famille. Parce que nous ne sommes pas une famille, ai-je répondu avant de raccrocher. Ce soir-là, j'ai classé tous les documents, enregistrements et preuves dans des dossiers soigneusement classés. Des documents financiers montrant le blanchiment d'argent d'Ethan. Des emails prouvant que Madison avait menti dans plusieurs candidatures à des emplois. Des preuves que maman avait falsifié des informations pour obtenir des prêts. Plus important encore, j'avais toutes les conversations du groupe Opération Journée Parfaite, montrant exactement comment ils avaient orchestré mon exclusion tout en profitant de mon travail. Le jeudi, j'ai appelé Marcus Sullivan. Tu es toujours intéressé par cette histoire. Tu t'es décidé? J'ai pris ma décision. Mais à une condition. Je veux que l'article soit publié dimanche. Le jour du premier anniversaire de leur mariage. Marcus a ri. Le timing est essentiel dans le journalisme. J'aurai besoin de 48 heures pour vérifier tout cela et rédiger l'article. Vous aurez toutes les preuves d'ici demain midi. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement les lumières de Boston. Pendant 29 ans, j'avais essayé d'être le fils et le frère qu'il voulait. Toujours en train de m'adapter, toujours en train d'essayer de faire plaisir, toujours en espérant que cette fois-ci serait différente. Mais ce ne serait pas différent. Ça ne le serait jamais. Et enfin, pour la première fois de ma vie, j'étais d'accord avec ça. Parce que s'ils voulaient me traiter comme un étranger, j'allais leur montrer exactement ce qu'un étranger motivé et bien informé pouvait faire quand il cessait d'essayer de protéger des gens qui n'avaient jamais essayé de le protéger. La vraie fête ne faisait que commencer, et cette fois, c'était moi qui serais l'hôte. Le vendredi est arrivé et j'avais exactement 48 heures pour organiser l'exposition la plus complète possible. Marcus avait accepté mon calendrier, mais m'avait averti que nous aurions besoin d'au moins 3 sources indépendantes pour chaque allégation. Le journalisme d'investigation n'est pas du revenge porn, Richard, m'avait-il dit lors de notre réunion dans le café près du Globe. Je veux que ce soit à toute épreuve, surtout compte tenu du pouvoir politique des Reynolds. J'ai passé le week-end à transformer mon appartement en centre d'opération. J'ai imprimé tous les documents, organisé des chronologies, créé des cartes des liens entre les entreprises d'Ethan et les politiciens qui fréquentaient les événements familiaux. La première percée est venue lorsque j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur l'entreprise de relations publiques où Madison avait travaillé avant son mariage. Un appel à une ancienne camarade de fac a révélé que Madison n'avait jamais été une véritable employée. Elle venait une fois par semaine pour les réunions importantes, a expliqué Jennifer. Elle servait essentiellement de figure de proue pour impressionner les investisseurs. Son salaire provenait d'un compte séparé, pas de la masse salariale officielle. Un compte séparé. Cela suggérait que de l'argent était transféré de manière non déclarée. J'ai appelé Amanda Chen, mon amie auditrice fiscale, qui a accepté de faire une analyse préliminaire des documents. Samedi soir, en parcourant les emails du groupe Opération Journée Parfaite, j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma stratégie. Il y avait une conversation que je n'avais pas vue auparavant. Madison à maman, Ethan est nerveux à l'idée d'avoir Richard dans les parages pendant la lune de miel. Il pense que Richard pourrait découvrir l'existence du bureau de Miami. Le bureau de Miami. Des affaires qui ne devaient pas apparaître dans les documents du mariage. J'ai appelé un ancien client, propriétaire d'une agence de détectives privée à South Beach, qui a accepté de poser quelques questions discrètes. Dimanche, mon téléphone a sonné. C'était Madison. Richard, il faut qu'on parle de toute urgence. Ethan veut offrir un travail. Un vrai travail, bien payé. Un travail. Après m'avoir exclu du mariage, il voulait maintenant m'acheter. Quel genre de travail? Directeur artistique pour toutes ses propriétés. Salaire à 6 chiffres, avantages sociaux complets. Je suis intéressé. Ai-je menti? Je peux passer vers 17 heures. J'ai décidé d'accepter l'invitation. Il serait intéressant de voir jusqu'où ils iraient pour essayer de me manipuler, et peut-être que je pourrais obtenir quelques aveux enregistrés. Chez Madison et Ethan, j'ai été accueilli avec des sourires excessivement chaleureux. Maman était là aussi, vêtue de sa plus belle robe. Ethan m'a conduit jusqu'au canapé et a commencé à me montrer des diapositives sur l'avenir de Reynolds Holdings. Des hôtels, des complexes résidentiels,
des centres commerciaux répartis dans 3 États. Le salaire de départ serait de 120 000 $ par an, a-t-il dit avec désinvolture. Plus des primes, une voiture de fonction, une assurance maladie haut de gamme. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et que vous voulez savoir comment elle se termine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les rebondissements à venir. C'est très généreux, ai-je répondu en faisant semblant d'y réfléchir sérieusement. Pourquoi ce changement soudain? J'ai réfléchi à l'importance de garder les talents dans la famille, a déclaré Ethan en faisant glisser un contrat sur la table. Et il y a une petite clause de confidentialité. C'est la norme dans le secteur. J'ai rapidement parcouru le contrat. La clause était en fait une clause de confidentialité déguisée, m'interdisant de discuter de tout aspect des activités de Reynolds avec des tiers, y compris les médias ou les autorités. Ils étaient au courant. Peut-être pas des détails précis, mais ils savaient que j'avais découvert quelque chose. Je dois y réfléchir, ai-je dit en fermant le contrat. J'ai quitté leur maison à 7 heures du soir avec un enregistrement complet de la conversation sur mon téléphone. Ils m'avaient donné des preuves supplémentaires qu'ils étaient au courant d'activités douteuses et qu'ils essayaient de les dissimuler. Dans ma voiture, j'ai appelé Marcus. J'ai plus de matériel. Et je viens d'enregistrer leur tentative de m'acheter pour que je me taise. Quand je suis rentré chez moi, j'avais un message de mon contact à Miami. Il avait trouvé des documents sur le bureau fantôme d'Ethan qui suggéraient un blanchiment d'argent impliquant des casinos et des sociétés écrans. La veille de la publication, j'ai reçu un dernier appel de Madison. « Richard, tu n'as toujours pas signé le contrat. » Ethan s'impatiente. « Je le signerai demain. » mentis-je. « Parfait. Tu sais comme il est anxieux avec les questions juridiques. » Les questions juridiques. Elle avait confirmé qu'ils savaient exactement ce qu'ils essayaient de me protéger. En moins de 12 heures, l'article de Marcus serait publié en ligne. Il pensait m'avoir neutralisé avec de l'argent et des promesses vides. Il ne savait pas que chaque tentative pour me faire taire ne faisait que renforcer ma résolution. Demain, le monde entier saurait exactement quel genre de personnes étaient réellement Diana, Madison et Ethan. Et je serais enfin libéré de l'illusion qu'un jour, je serais accepté par une famille qui ne m'avait jamais mérité. Dimanche, 6 heures du matin. L'article de Marcus a été publié en ligne avec un titre qui me donne encore des frissons, « L'Empire factice. Comment une famille de Boston a bâti sa fortune grâce à la fraude et au blanchiment d'argent. » Mon téléphone a sonné à 6h15. C'était Madison. « Richard, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était une octave plus haute que d'habitude. « Il y a un article dans le Boston Globe avec nos noms. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondis-je calmement en buvant mon café. « Tu devrais peut-être lire plus attentivement. » J'ai lu. C'est plein de mensonges sur Ethan, sur moi, sur maman. Et il y a des photos de nos documents privés. Comment ont-ils obtenu ça? Comment ont-ils obtenu ça? Elle n'avait pas encore fait le lien. Madison, tu es sûr que ce sont des mensonges? Parce que les journalistes du Globe sont très rigoureux dans la vérification des faits. Silence à l'autre bout du fil. Puis, une respiration lente et dangereuse. C'est toi qui as fait ça. Ce n'était pas une question. J'ai fait quoi? Tu leur as donné ces informations. Madison, je suis chez moi en train de prendre mon café. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Il y a des journalistes devant ma porte. Les voisins regardent. Ethan est en pleine crise de panique. La communication fut brusquement coupée. 15 minutes plus tard, maman a appelé. Sa voix avait ce ton glacial que je connaissais depuis mon enfance, quand elle était vraiment en colère. Richard, tu as 2 options. Soit tu appelles ce journaliste immédiatement et tu rétractes tout ce que tu as dit, soit tu ne fais plus partie de cette famille. Maman, ai-je répondu calmement, vous m'avez montré hier que je ne faisais plus partie de cette famille. Ne joue pas avec moi, jeune homme. Tu sais très bien qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu. Ma voix prit enfin un ton furieux. Diana, on m'a empêché d'assister au mariage que j'avais organisé moi-même. Après 3 mois de travail gratuit. Tu exagères. Je suis honnête. Et apparemment, l'honnêteté est une nouvelle valeur dans cette famille. Vers 9 heures du matin, l'article s'était répandu sur les réseaux sociaux. Le hashtag Reynolds Scandale était en tête des tendances locales sur Twitter. Mes amis ont commencé à m'envoyer des captures d'écran accompagnées de commentaires dévastateurs. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette famille. Qui d'autre a eu pitié du frère exclu du mariage? Rebondissement. Le frère rejeté avait des preuves depuis le début. À 10 heures, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Ethan. « Richard, il faut qu'on parle. »
En personne. Maintenant. Sa voix était différente. Elle n'avait plus cette arrogance désinvolte, ce ton condescendant. Elle trahissait une panique mal contenue. Bien sûr, Ethan. Où veux-tu qu'on se retrouve? Sur le parking du Whole Foods à Harvard Square. Dans un quart d'heure. Quand je suis arrivé, Ethan était appuyé contre sa BMW, fumant nerveusement. Il semblait avoir vieilli de 5 ans depuis la veille. Il avait de profondes cernes sous les yeux, ses vêtements étaient froissés et ses mains tremblaient légèrement. « Richard, a-t-il dit quand je me suis approché, nous devons régler ça. » Régler quoi? Cette situation. L'article. Tu sais que ça peut détruire des vies innocentes, n'est-ce pas? Des vies innocentes. L'ironie était délicieuse. Ethan, peux-tu m'expliquer exactement quelle partie de l'article n'est pas vraie? Il a marqué une pause, calculant sa réponse. Écoute, certaines affaires sont complexes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont illégales. Et Madison, elle essayait juste de se construire une carrière. Se construire une carrière en mentant sur ses études? Tout le monde exagère un peu sur son CV. Ethan, l'interrompis-je, vous m'avez exclu du mariage de ma propre sœur. Ensuite, vous avez essayé de m'acheter pour que je me taise. Pourquoi devrais-je vous aider maintenant? Il m'étudia longuement, comme s'il me voyait pour la première fois. Combien tu veux? Pardon? Pour faire disparaître tout ça. Pour dire que tu as tout inventé. Combien? La question m'a frappé comme un coup de poing. Même maintenant, alors que tout s'écroulait autour de lui, Ethan pensait encore que tout avait un prix. Ce n'est pas une question d'argent, Ethan. Tout le monde a un prix, Richard. 200 000? 500 000? Non. 1 million. C'est tout. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur authentique. Pas la peur du scandale, ni de l'exposition publique. La peur que, pour la première fois de sa vie, il ait trouvé quelqu'un qu'il ne pouvait pas acheter. La seule chose que je veux, ai-je dit calmement, c'est que vous admettiez ce que vous avez fait. Publiquement. Son expression s'est durcie. Cela n'arrivera pas. Alors il n'y a plus rien à discuter. J'ai commencé à m'éloigner quand j'ai entendu sa voix derrière moi, plus basse mais pleine de menaces. Richard, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ma famille a des avocats. Des ressources. Nous pouvons faire de votre vie un enfer. Je me suis arrêté et me suis retourné lentement. Ethan, ces 5 dernières années, vous avez déjà fait de ma vie un enfer. La différence, c'est que maintenant, je ne fais plus semblant que tout est normal. Cet après-midi-là, maman est venue à mon appartement. Je l'attendais. Elle est entrée sans être invitée, avec cette posture droite qu'elle adoptait pour intimider. Mais il y avait quelque chose de différent aujourd'hui. Ses mouvements étaient moins assurés, sa voix moins autoritaire. « Richard, tu as détruit notre famille. »« Non, » répondis-je en fermant la porte. « J'ai exposé notre famille. Cet article. Les gens nous évitent. Les voisins ne nous saluent plus. Madison reçoit des regards étranges au travail. Vous auriez peut-être dû y penser avant de m'exclure du mariage. » Elle m'a étudié avec cette expression que je connaissais bien, comme si elle essayait de trouver le bon angle pour me manipuler. « Mon fils, a-t-elle dit d'une voix plus douce, je sais que ces dernières années, tu as eu l'impression que tu n'avais peut-être pas reçu toute l'attention que tu méritais. L'attention que je méritais. Comme si l'amour familial était un privilège à gagner. Diana, je vais te donner une chance de réparer ça. Une seule chance. » Elle se pencha en avant, pleine d'espoir. « Appelle Marcus Sullivan. Prends rendez-vous avec lui. Raconte-lui la vérité sur la façon dont vous m'avez traité toutes ces années. Admets que vous m'avez délibérément exclu du mariage. Et excuse-toi. Publiquement. » L'espoir disparut immédiatement de ses yeux. « C'est ridicule. Je ne vais pas m'humilier publiquement à cause de tes sentiments blessés. Alors il n'y a plus rien à discuter. » Elle se redressa, reprenant son attitude impériale. « Tu as toujours été un ingrat, Richard. Ton père aurait honte. » La mention de mon père fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Mon père, dis-je lentement, aurait été le premier à applaudir ce que je fais. Il savait reconnaître le caractère. Et tu n'en as jamais eu. Son visage se déforma sous l'effet d'une colère que je ne lui avais jamais vue auparavant. Tu veux la guerre, Richard? Tu l'auras. Mais souviens-toi d'une chose. Tu as peut-être détruit notre réputation, mais nous sommes toujours ta famille. Et les familles savent où frapper le plus fort. Après son départ, je m'assis dans mon fauteuil et ouvris mon ordinateur portable. Marcus m'avait envoyé un email, la deuxième partie de l'article sort demain. Tu dois voir ça.
La pièce jointe était un brouillon intitulé « Le frère oublié, comment un graphiste a renversé un empire familial ». C'était mon histoire. Complète, documentée, vérifiée. Pendant que je lisais, mon téléphone sonna une dernière fois. C'était Madison, mais sa voix était différente. Brisée. Richard, tu as gagné. Tu es content maintenant? Madison, il n'a jamais été question de gagner. Alors de quoi s'agissait-il? D'être vu, d'être respecté, d'être traité comme un véritable membre de la famille, pas comme un simple employé jetable. Silence. Et maintenant? Demanda-t-elle finalement. Maintenant, vous allez apprendre à vivre avec les conséquences de vos choix. Tout comme j'ai appris à vivre avec les miens. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Boston. Demain, la deuxième partie de l'histoire serait publiée. Le monde entier saurait non seulement des crimes financiers, mais aussi à quel point une famille peut être cruelle envers ses propres membres. Pour la première fois en 29 ans, je n'étais plus invisible. Et finalement, cela me suffisait. 6 mois après la publication des articles, les conséquences finales se déroulaient exactement comme je l'avais prévu. Ethan Reynolds a été inculpé de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de fraude en entreprise. L'enquête fédérale, qui avait débuté grâce aux preuves que j'avais fournies, s'est étendue à 3 autres États et a révélé un réseau de corruption impliquant des politiciens locaux et des hommes d'affaires influents. Sa peine, 15 ans de prison fédérale et la confiscation de biens d'une valeur de 22 millions de dollars. Madison a perdu son emploi 2 semaines après la publication du deuxième article. Aucune agence de relations publiques à Boston ne voulait associer son nom à quelqu'un dont les mensonges professionnels étaient rendus publics. Elle a essayé de déménager dans d'autres villes, mais Internet n'oublie rien. Elle travaille actuellement à temps partiel dans un magasin de vêtements à Portland, dans le Maine, sous son nom de jeune fille. Diana a connu le pire sort qui puisse arriver à quelqu'un comme elle, l'isolement social total. Ses amis du club ont cessé de répondre à ses appels. Ses voisins l'évitaient dans les allées du supermarché. Elle a perdu sa maison après que les frais juridiques aient épuisé ses économies pour défendre Ethan, et elle vit désormais dans un appartement d'une pièce à Quincy. Mais le changement le plus significatif s'est produit chez moi. 3 mois après la publication des articles, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jennifer Walsh, PDG de la plus grande agence de design du pays, basée à New York. Richard, j'ai lu votre histoire et pris connaissance de votre travail. Nous recherchons quelqu'un avec votre intégrité et votre talent pour diriger notre division de Boston. L'offre comprenait un salaire 3 fois supérieur à mon revenu précédent, une participation aux bénéfices et une autonomie créative totale. Plus important encore que l'argent, c'était la reconnaissance professionnelle que j'avais toujours recherchée. Pourquoi moi? Ai-je demandé lors de notre entretien en face à face. Parce que quelqu'un qui maintient ses normes éthiques même lorsque cela coûte cher est exactement le type de leadership que nous recherchons, a-t-elle répondu. Et parce que votre portfolio montre une évolution artistique impressionnante au cours des derniers mois. Elle avait raison. Les pièces que j'avais créées pendant et après la crise familiale avaient une profondeur émotionnelle que mon travail précédent n'avait jamais eue. La douleur transformée en art. J'ai emménagé dans un loft à Back Bay, 5 fois plus grand que mon ancien appartement. J'ai embauché une assistante, Jessica, qui était devenue une véritable amie tout au long du processus. Ma vie professionnelle s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Plus important encore, j'ai commencé à construire la famille que j'avais toujours méritée. Stéphanie a organisé un dîner pour inaugurer ma nouvelle maison, invitant des personnes qui tenaient vraiment à moi. Marcus Sullivan est venu, accompagné d'Amanda Chen, qui était devenue une amie proche après notre collaboration dans l'enquête. Plusieurs clients qui respectaient mon travail. Des collègues de ma nouvelle entreprise qui appréciaient ma contribution. En regardant autour de la table ce soir-là, entouré de personnes qui m'avaient choisi pour qui j'étais, et non par obligation familiale, j'ai enfin compris ce que signifiait appartenir à un endroit. Richard, a dit Marcus en levant son verre de vin, tu nous as appris que parfois, le plus grand courage est d'arrêter d'essayer d'être accepté par des gens qui ne nous apprécieront jamais. La phrase a résonné dans la pièce, et tout le monde a trinqué. À ce moment-là, j'ai compris que la victoire n'était pas dans leur chute, mais dans mon ascension. 6 semaines plus tard, Madison m'a appelé pour la première fois depuis les publications. Richard. Sa voix était différente, plus faible, plus humble. Je voulais m'excuser. Je l'ai écoutée en silence pendant qu'elle me parlait de sa thérapie, du fait qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait, que notre mère l'avait élevée pour me concurrencer plutôt que pour m'aimer. Je n'attends pas ton pardon, a-t-elle fini par dire. Je voulais juste que tu saches que je reconnais que tu as toujours été meilleur que nous tous. Madison, répondis-je après un long silence, merci d'avoir appelé. Ça me touche beaucoup.
Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais, car j'étais encore en train de digérer 29 ans de souffrance. Mais je ne lui ai pas dit non plus que je ne lui pardonnerais pas. Certaines blessures ont besoin de temps pour cicatriser complètement. Maman n'a jamais appelé. Et j'ai découvert que cela ne me faisait plus de peine. La semaine dernière, je regardais les photos de famille que j'avais conservées dans un vieil album. J'ai trouvé une photo du dernier Noël que nous avons passé ensemble en famille, avant la mort de papa. J'avais 12 ans, Madison 15. Nous sourions tous sincèrement. Je n'ai ressenti aucune colère en regardant cette photo. J'ai ressenti de la gratitude. De la gratitude d'avoir eu un père qui m'a vu et aimé pour qui j'étais, même si ce fut pour peu de temps. De la gratitude pour les leçons que cette expérience terrible m'a enseignées sur la résilience, l'estime de soi et la différence entre la famille de sang et la famille de cœur. Et de la gratitude d'avoir compris que je mérite d'être aimé tel que je suis. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je travaille avec des clients qui respectent ma créativité. Je vis dans une maison que j'ai décorée à mon goût et je sors avec des gens qui apprécient sincèrement ma compagnie. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur à qui que ce soit, car j'ai enfin compris qu'elle n'avait jamais été remise en question. La famille que j'ai toujours recherchée n'était pas celle dans laquelle je suis né, mais celle que j'ai construite avec des personnes qui m'ont choisi en retour. Si cette histoire de rejet familial, de vengeance intelligente et de reconstruction personnelle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires sur des personnes qui ont transformé leurs plus grandes humiliations en leurs plus grandes victoires. Parce que parfois, les personnes qui nous rejettent nous rendent le plus grand service de notre vie. Elles nous obligent à découvrir que nous sommes beaucoup plus forts et précieux que nous ne l'aurions jamais imaginé. La dernière fois que j'ai vu Diana, elle était au supermarché, vêtue de vêtements que j'ai reconnus comme étant ceux qu'elle portait 5 ans auparavant, et elle payait ses achats avec des coupons. Elle m'a vu aussi, mais elle a rapidement détourné le regard et s'est dirigée vers un autre rayon. Moi, j'étais en train de choisir des vins pour un dîner que je donnais ce soir-là pour inaugurer ma nouvelle galerie d'art. Oui, j'ai ouvert une galerie comme projet parallèle. C'est ça, la belle vie.